Shavua Tov. Ce soir, en l'honneur du 10e jour du mois de Shvat, le jour de Iloula du Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, il y a 70 ans, en Tavshin Yud en 1950, et en l'honneur du 11e jour du mois de Shvat, 5711, le jour que le Rabbi est devenu Rabbi, donc un an et un jour plus tard, on va raconter une histoire du Rabbi. Cette fois-ci, ça ne va pas être un miracle, mais ça va être, à mon humble opinion, un des grands succès du Rabbi, de savoir donner de l'intention à chacun, même lorsque tu es occupé avec plein de choses. Et pas n'importe quoi, des choses qui sont extrêmement importantes. Mais quand même, ne pas oublier quelqu'un d'autre. Même une personne qui peut-être dans l'échelle pas si importante que ça à tes yeux, ou aux yeux de quelqu'un d'autre, chez les rabbis, tout le monde compte, tout le monde est important, et tout le monde doit recevoir sa propre attention. Cette histoire, c'est l'histoire de Madame Dvorah Emanuel, qu'on peut voir ici en photo. Et elle a grandi à Long Island, dans une famille qui ne connaissait pas, malheureusement, la Torah et les mitzvot. Après ses 25 ans, bien après, elle a rencontré le chaliar du Rabbi qui était là-bas, qui s'appelait Gutman Barras, et avec qui elle s'est rapprochée du judaïsme. Puis, elle est partie faire ses études à Machon Chana. C'est un séminaire, un endroit dans lequel les filles qui n'ont pas de connaissances dans le passé, qui n'ont pas beaucoup de connaissances de l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot, sont le bienvenu là-bas pour faire leur premier pas dans le judaïsme. Lorsque Madame Devorah Emanuel est arrivée là-bas, c'était le mois de Nissan, le mois dans lequel il y a la fête de Pessah, mais le mois aussi dans lequel il y a l'anniversaire du Rabbi, le 11e jour du mois de Nissan, de l'année 1982, qui était d'ailleurs l'anniversaire de 80 ans du Rabbi, vu que le Rabbi est né en Tavresh Samerbet en 1902, et là on était en Tafshin Membet en 1982. Bien, elle a fait ses études là-bas, et au bout de 6 mois, elle a demandé au Rabbi, est-ce qu'elle continue ici? Est-ce qu'elle cherche à se marier? Est-ce qu'elle va étudier en Israël? Elle était très intéressée d'aller en Israël pour voir quelque chose d'autre. Et le Rabbi lui a dit de continuer d'étudier jusqu'à la fête de Pessah, et après elle cherchera quelqu'un avec qui se marier. Elle avait déjà 30 ans à cette époque. Bien. Elle s'est dit sûrement, si le Rabbi me dit d'attendre jusqu'à Pessah, c'est que juste après Pessah, je veux trouver mon mari. Bon, elle a étudié à Machon Chana encore jusqu'à Pessah. C'est pas arrivé tout de suite après, mais quelques semaines après, en effet, elle a rencontré son mari, donc quelqu'un qui s'appelle Menachem Emanuel, et ils ont décidé de se marier. Lorsqu'ils ont décidé de se marier, c'était le mois de Tammuz. Au mois de Tammuz, ils ont décidé qu'ils allaient se marier. Tammuz, ça correspond environ, on va dire, au mois de juillet. Bien. Et là, chacun, il avait une tendance particulière pour un mois différent. Ce Menachem, lui aussi d'ailleurs, c'était ce qu'on appelle un Baal Teshuvah, donc quelqu'un qui, dans le passé, ne connaissait pas le judaïsme et il a découvert son judaïsme. Lui, il avait plutôt tendance au mois de Tishri, le mois de Tishri dans lequel il y a la fête de Rosh Hashanah, la fête de Kippour, la fête de Sukkot, la fête de Simchat Torah. En plus, vu qu'ils allaient se marier à New York, eh bien, dans le mois de Tishri, il y a tous les chassidim du monde qui viennent voir le Rabbi. Donc évidemment, tous les amis de Menachem vont se trouver chez le Rabbi au mois de Tishri. Tous les maîtres de Menachem vont se trouver chez le Rabbi au mois de Tishri. Donc s'ils vont se marier dans ce mois-là, sûrement, il y aura encore plus de monde. Donc Menachem avait plutôt tendance à se marier dans le mois de Tishri. Le mois de Tishri, on va dire, ça correspond au mois de septembre. Par contre, Devorah, elle préférait plutôt se marier dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, dans lequel il y a Hanouka. C'est un mois dans lequel elle aime plus la fête des Lumières, Hanouka. Elle pensait qu'il faut se marier au mois de Kislev. Donc 2 mois plus tard. Mais ils ont demandé au Rabbi. Le Rabbi a dit, pourquoi attendre tellement de temps? En effet, elle ne le connaissait pas encore à cette époque-là, mais le Rabbi toujours demande qu'une fois qu'on se connaît, une fois qu'on décide de se marier, eh bien, hop, on passe à l'action. On n'attend pas longtemps, quand on passe à l'action pour faire clair les choses, c'est-à-dire qu'on fixe la date du mariage le plus tôt possible, pour après pouvoir vivre ensemble, de longue vie. D'ailleurs, juste une parenthèse, le Rabbi dit souvent que lorsque on s'éloigne comme il faut avant le mariage, le khatan et la kala, le marié et la mariée, le fiancé et la fiancée sont bien séparés avant le mariage, ce qui fait qu'après le mariage, ils vont être bien rapprochés l'un de l'autre, que les choses vont mieux aller, le shalom bayit, la paix dans le foyer, va mieux aller. Parce qu'il y a une règle, qu'il y a un moment pour chaque chose.
Et il faut respecter ces moments-là. Lorsqu'il y a un moment de prendre une distance, qu'on le respecte bien. Quand ça arrive le moment de se rapprocher, eh bien le moment de se rapprocher est aussi bien respecté. Par contre, si Dieu en préserve pendant le moment de s'éloigner, eh bien la personne pense être plus intelligente que maintenant il va se rapprocher. Eh bien quand ça arrive le moment de se rapprocher, des fois, là aussi les choses, ils sont floues, ils se troublent, et à la place de se rapprocher, ça peut être le contraire, que Dieu en préserve. Donc en tous les cas, le rabbi a dit, pourquoi attendre tellement de temps? Faites le mariage au mois de Tishri. Très bien. Ils ont regardé sur le calendrier, un jour dans le mois de Tishri, qui va convenir pour tout le monde, dans lequel il n'y a pas d'autres fêtes, il n'y a pas d'autres événements, etc. Et finalement, ils ont pensé que le 12e jour du mois de Tishri, eh bien, c'est la bonne journée pour se marier. Très bien, ils ont demandé accord au rabbi, le rabbi a vu, le rabbi a donné l'accord pour se marier le 12e jour du mois de Tishri. En effet, ils ont fait la carte d'invitation, qu'on peut même voir ici, donc la carte d'invitation qu'ils ont fait pour leur mariage 12e jour du mois de Tishri. Tout se passait bien, donc Déborah était contente, ses copines vont venir, sa famille donc va aussi venir. Du côté de son mari, donc elle étudiait à Machon Chana, donc là-bas le Rav de Machon Chana c'est Rav Shlomo Majewski, et son mari donc Menachem, il vient de Seattle, là-bas c'est le Rav Shalom Ber Leviti, le chaliard du Rabbi, qui était son Rav, lui aussi il allait être présent pour le mariage, et les amis, etc. Tout allait très très bien jusqu'au jour, le matin du mariage. Qu'est-ce qui se passe le jour du matin du mariage? Alors, avant de dire qu'est-ce qui se passe, juste à noter que le 13e jour du mois de Tishri, non pas le 12e, le 13e jour du mois de Tishri, c'est le jour de la Iloula du 4e rabbi de Chabad, Rabbi Shmuel, on appelle le Rabbi Maharash. Le rabbi, en général, très souvent, faisait fabriquer, donc le jour, imaginons qu'aujourd'hui, c'est le 13e jour du mois de Tishri, eh bien le soir, à la suite du 13e jour du mois de Tishri, le rabbi fait fabriquer. Mais des fois, le rabbi faisait la veille. Si le rabbi faisait la veille, c'est-à-dire le soir d'avant, quand on rentre dans le 13e jour du mois de Tishri, si le rabbi fait fabriquer quand on rentre dans le 13e jour du mois de Tishri, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 12e jour du mois de Tishri, et ce soir, on rentre dans le 13e jour. Donc, le matin du mariage, un des secrétaires du rabbi, le rabbi Yamin Klein, téléphone à Dvorah et lui dit, écoute, le rabbi m'a demandé de te téléphoner et pour t'apaiser parce qu'il y a quelque chose. Elle dit quoi? Elle, dans sa tête, de toute façon, elle était sûre que le rabbi ne la connaissait pas du tout. Le rabbi lui a répondu une fois lorsqu'il lui a dit d'étudier encore quelques mois dans le séminaire Machon Chana, qui ça même déjà c'est très émouvant pour elle, extraordinaire que le rabbi a pensé à elle lui donner une réponse. Le rabbi a vu la carte d'invitation, donc le 12e jour du mois de Tishri. Ok, il a acquiescé, c'est d'accord. Mais là, le secrétaire du rabbi l'appelle et il dit, le rabbi a demandé de t'apaiser, de te parler. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, le rabbi a dit que pour des raisons spirituelles, le Farbringen du 13 Tishri, donc du rabbi, la Iloula du rabbi Maharash, le jour de décès du rabbi Maharash, va se passer ce soir. Dans sa tête, elle se dit, oh là là, laisse tomber. Mon mariage, ça va pas être un mariage. Tout le monde va aller au Farbringen du rabbi. Mes amis viennent. Les amis de mon mari viennent. Le rabbi fait Farbringen, ils vont y aller. Le Rav de mon mari, c'est sûr, ils vont aller au Farbringen du rabbi. Rien à faire. Mais il s'est dit, bon, qu'est-ce que le rabbi a pensé à moi? Est-ce qu'il fallait m'apaiser? D'où il me connaît? Mais l'enfant a dit, oui, en effet, il y a de quoi, il faut absolument m'apaiser parce qu'elle n'était pas contente du tout. Le Rav Klein lui dit comme ça, écoute, le rabbi a proposé que tu téléphones au traiteur pour lui dire que le mariage va commencer à l'heure pile à 6h30. Tu téléphones au photographe aussi pour lui dire que ça va commencer pile à 6h30, à 18h30. De même, tu vas téléphoner au fleuriste pour lui dire que ça va commencer vraiment à 18h30. Tu vas téléphoner à l'orchestre pour lui dire que ça commence vraiment à 18h30. Etc. Dire à tout le monde que ça va vraiment commencer à l'heure. Le Farbringen du rabbi qui commence seulement à 21h30 le soir, déjà, il y aura une certaine distance, donc de 3 heures de différence entre le moment où la choupa, elle commence, jusqu'à le Farbringen du rabbi. Ça, c'est un. Deuxièmement, le rabbi a proposé que vous allez faire vos Sheva Brachot. Donc, c'est-à-dire la bénédiction qu'on fait après le repas de mariage. On fait ce qu'on appelle la Sheva Brachot de cette bénédiction. Vous pouvez les faire dans le Farbringen du rabbi, dans la synagogue 770 Eastern Parkway. Eux, leur mariage, la choupa était juste devant la synagogue du rabbi, mais la soirée était en face, il faut traverser, elle est en face à Oale Torah. 670, si je ne me trompe pas, Eastern Parkway. D'ailleurs, il y a sur 667 Eastern Parkway, sur
Sur l'invitation, il y a écrit. Et donc, il faut traverser et venir à la synagogue du Rabbi pour faire la Sheva Brachot, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, parce qu'en général, dans le Farbringen du Rabbi, il n'y a pas des gens qui viennent, qui s'incrustent, entre guillemets, qui font les Sheva Brachot maintenant pour faire ces bénédictions. Alors, le Rabbi a dit de faire Sheva Brachot à ce moment-là. Bon, ce que Dvorah a fait, elle a pris le téléphone, elle a téléphoné, etc. Mais bon, elle était pas contente. Et voilà que le Rav Madjeski, donc le Rav de Machon Chana, l'établissement, le séminaire dans lequel elle étudie, il appelle et dit « Waouh, dis-moi, quel mérite tu as? Peut-être tes parents, ils sont quelque chose de tes grands-parents, il y avait peut-être quelqu'un dans la famille. » Elle dit « Rien du tout, rien du tout. Et d'ailleurs, je suis très en colère. » Il dit « Pourquoi tu es en colère ?» Il dit bah, « Parce que personne ne va rester à mon mariage. » Il dit « Vous allez aller au Farbringen du Rabbi ?» Le Rav Madjeski a dit « Pas du tout. Moi, je vais rester à ton mariage. » Sûrement, le Rav Madjeski a reçu du Rabbi le message qu'il faut aller au mariage et rester jusqu'au mariage. Et Rav Madjeski rajoute et dit, et le Rav Shalom Ber Levitin aussi de Seattle va rester au mariage, je l'ai eu au téléphone, il va rester au mariage jusqu'à la fin. Quand tu décideras que c'est la fin du mariage, eh bien à ce moment-là, ça sera la fin du mariage. Bon, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Le Rabbi a dit comme ça, très bien. C'est arrivé le moment de la choupa à 18h30. Le mariage est là, elle commence, etc. Et après le mariage, elle lève le voile, donc elle avait devant ses yeux, elle voit plein de gens qui sont là. Plein de gens, des gens qu'elle ne connaît pas, etc. Le Rabbi avait demandé à des gens d'aller au mariage pour réjouir le khatan et la kala, le marié et la mariée. Pas seulement ça, elle voit qu'il y a beaucoup de monde autour d'une voiture, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le Rabbi arrive, donc à 770, pile à ce moment-là, à la fin de la choupa, pour passer, rentrer dans son bureau et souhaite Mazal Tov, khatan kala, qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, que le Rabbi va souhaiter Mazal Tov, khatan kala, que le Rabbi s'arrange pour être là pile après le mariage pour souhaiter un Mazal Tov, khatan kala. Et finalement, elle raconte Dvorah que ce mariage-là, c'était un mariage, bon évidemment c'est son mariage à elle, mais elle dit c'est un mariage inoubliable, un mariage extrêmement, extrêmement joyeux. Dans le mariage même, dans la soirée, il y a plein de gens qui sont venus pour réjouir, pour danser, etc. Des gens qu'on ne connaissait même pas, que donc le Rabbi a demandé qu'on va venir réjouir. Et en effet, il y avait plein de monde qui était là, il y a une très très grande joie. Les amis, les rabbinim, etc. sont restés au mariage jusqu'à qu'on a fini le mariage. Une fois qu'on a fini le mariage, on a traversé la rue pour aller à 770 Eastern Parkway pendant le Farbringen du Rabbi. Et en effet, son mari donc est rentré en bas donc c'est le niveau des hommes. Elle est montée à l'étage où il y a les femmes. Il y avait plein de femmes qui étaient là-bas au Farbringen, mais vu qu'elle était une kala, on pouvait voir comment la mariée avec ses vêtements de mariée, etc. Tout le monde a laissé passer jusqu'à devant, qu'elle pouvait voir le Rabbi. Il y a eu les Sheva Brachot qui ont été faits dans le Farbringen du Rabbi. Ici, vous pouvez voir une belle photo, comment le Rabbi sourit. C'est le Sheva Brachot. C'est au moment, le soir même, pendant ce moment de Sheva Brachot, que le Rabbi fait ce grand sourire-là, au moment de Sheva Brachot. Et quand on réfléchit un peu, cette histoire-là, donc, qui est, encore une fois, il n'y a pas de miracle, mais la sensibilité du Rabbi à des gens que eux-mêmes pensent si à peine le Rabbi les connaît. Et juste, le Rabbi a eu des milliers de lettres, surtout dans la période du mois de Tishi. Tous les brachot qu'on demande avant Rosh Hashanah au Rabbi, etc. Le Rabbi se rappelle qu'il y a un jeune couple, des Baal Tshuva, des gens qui sont revenus au chemin de Torah Mitzvot, qui ont écrit parmi les milliers de lettres, qui ont écrit qu'ils vont se marier tel et tel jour. Et le Rabbi prend attention à eux, qui vont être joyeux leur jour de mariage. Ils ne vont pas parce qu'il y a un Farbringen ce soir, que quelque chose va leur manquer ou quoi que ce soit. Et le Rabbi pense à ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. Elle-même devra dire que jusqu'à aujourd'hui, elle prend des forces de ce Sheva Brachot qui est le 770, que le Rabbi leur a offert, entre guillemets, que le Rabbi leur a donné à 770. De là, on voit l'importance de s'attacher au Rabbi. Et comment le Rabbi donne l'importance à chacun individuellement. Ce n'est pas juste un groupe du peuple juif, c'est un Rabbi du peuple juif. C'est chacun individuellement à sa place. Chacun individuellement a son importance. Et de la même manière, nous aussi. Je disais tout à l'heure que ça c'est le secret du Rabbi. D'après mon humble opinion, un des secrets du Rabbi en tous les cas. De chacun est important. Le Rabbi nous envoie, chacune, qu'on soit un chaliar, un émissaire du Rabbi, officiellement ou pas. On doit diffuser le judaïsme. Dans son discours d'intronisation, le Rabbi dit que notre rôle, il est que chacun de la génération va aller voir quelqu'un d'autre, lui enseigner qu'est-ce qu'il connaît. C'est extraordinaire. Nous tous, nous avons ce rôle, sans exception. Et chacun de nous, on doit le partager avec notre entourage. Et avec largesse, le donner, le diffuser. Et avec joie. Mais le Rabbi dit, chacun individuellement, ne crois pas juste, tu fais des grands événements, là, tu as fait quelque chose. Non, le Rabbi dit, chaque chose, elle compte. Et
Ça va dans l'esprit de ce que le Rambam dit, que chacun doit voir le monde entier comme une balance qui est égale de chaque côté. D'un côté, il y a le bon côté, et de l'autre côté, il y a le contraire du bien. Si je fais quelque chose de bien, je fais pencher la balance du monde entier du bon côté. Et si, chas v'shalom, c'est quelque chose de négatif, bien, c'est la balance du monde entier qui va de l'autre côté. Donc à nous, à chacun de nous, individuellement, d'influencer un autre individu, d'influencer soi-même avec une action, une bonne chose, faire attention à chacun, à chacune, savoir donner de l'importance, savoir donner de l'intention, être sensible envers chacun. Et par cela, en rajoutant des actes de bonté, de bienfaisance, de bonnes intentions, de la sensibilité, c'est ça qui va nous amener la venue de Mashiach. Now, Shavua Tov, une excellente semaine.